Euh, on va faire un petit exercice mental pour commencer, si tu veux bien. Imagine une loupe. D'accord, je visualise. Voilà. Et si on place cette loupe juste au-dessus d'un tableau de maître, genre une immense toile impressionniste magnifique, et qu'on regarde vraiment de très très près, qu'est-ce qu'on voit à ton avis? Bah, j'imagine qu'on voit surtout les défauts, non? Les craquelures dans la peinture, des coups de pinceau qui ont l'air super chaotiques. C'est ça, exactement. On repère même les toutes petites imperfections dans le tissu de la toile elle-même. En fait, à travers cette loupe, l'œuvre a l'air d'être un désastre absolu. Juste une succession d'erreurs techniques, quoi. Ouais. Et le vrai problème de cette approche, c'est que ce niveau de détail, bah, il devient tellement écrasant qu'il masque complètement l'intention de base de l'artiste. En fixant juste une seule craquelure, on perd totalement la perspective du paysage global. Complètement. Tu vois plus du tout la forêt, tu ne vois que l'écorce un peu malade d'un seul arbre en fait. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que pour comprendre ce qu'on réellement regarde, la seule solution, physiquement et intellectuellement, c'est de poser cette fameuse loupe et de faire, genre, 3 bons pas en arrière. Absolument. Et cette tension permanente entre la vision microscopique d'un événement très isolé et la vision macroscopique des grandes tendances globales, c'est vraiment le cœur de notre exploration aujourd'hui. Notre mission pour cette analyse approfondie, c'est de confronter les discours politiques actuels sur le climat avec les données statistiques historiques, mais à l'échelle planétaire. Et le point de départ de cette réflexion, de cette plongée dans les données, c'est un article d'opinion assez spécifique. C'est un texte publié le 17 mars 2026, qui est signé par Björn Lomborg. D'accord. Et cet article, il se penche en détail sur des déclarations récentes de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Pour bien situer le contexte, le gouverneur a récemment promis de poursuivre le gouvernement fédéral américain en justice. Ah oui, une grosse bataille juridique en perspective, donc. C'est ça. Et la raison principale de cette colère politique, c'est l'abrogation, sous l'administration Trump, d'une conclusion juridique majeure de l'Agence de protection d'environnement, la fameuse EPA, une règle qui datait de 2009. Alors, attends, juste avant qu'on entre vraiment dans les chiffres et le droit, il faut absolument qu'on fasse une petite pause. Vas-y. C'est super important de poser un cadre très strict pour les personnes qui nous écoutent. Le but de notre discussion aujourd'hui, ce n'est en aucun cas de valider l'agenda politique de l'une ou de l'autre des parties. Ouais, c'est fondamental de le rappeler. Parce qu'on le sait, c'est un sujet qui est hautement inflammable, c'est polarisé à l'extrême entre la gauche et la droite. Mais ici, dans cette pièce, on n'a absolument aucun parti pris. Le rôle de cette exploration, c'est pas du tout de distribuer des bons ou des mauvais points sur le plan moral. Non, pas du tout. Notre rôle, il est purement analytique. On va décortiquer les faits, les mécanismes et surtout les statistiques qui sont avancées dans cet article. Tout ça pour comprendre comment des données brutes peuvent raconter une histoire fondamentalement différente des discours officiels qu'on entend à la télé. C'est une distinction qui est indispensable, parce que l'information, elle ne prend vraiment de la valeur que si on l'examine de manière critique, tu vois, en questionnant les mécanismes qui la produisent. Exactement. Et d'ailleurs, pour bien comprendre l'enjeu de base, il faut détailler ce qu'était cette fameuse règle de l'EPA de 2009. C'était pas juste une petite note de service au fond d'un tiroir. C'est ce qu'on appelle en droit américain un endangerment finding. Une déclaration de mise en danger en français. Voilà, en s'appuyant sur le Clean Air Act, tu sais, cette loi qui avait été initialement conçue dans les années 70 pour lutter contre le brouillard toxique et les pluies acides, l'EPA avait officiellement classé les émissions de dioxyde de carbone comme une menace directe pour la santé publique. Donc, si je traduis ça en termes de pouvoir, ça donnait en clair au gouvernement fédéral le droit légal de forcer la réduction des émissions de CO2 dans toute l'économie américaine. Et ça, sans même avoir besoin de faire voter une nouvelle loi sur le climat par le Congrès. C'est bien ça, hein ? C'est exactement ça. C'était l'outil juridique ultime, le bouton nucléaire réglementaire en quelque sorte. Et du coup, son abrogation retire totalement ce levier d'action. Ce qui explique la réaction assez violente du gouverneur de Californie. Ouais. L'article de Lomborg souligne que Newsom justifie cette riposte judiciaire en affirmant, je cite, que l'abrogation de cette règle va directement entraîner une augmentation des décès liés à la chaleur extrême. D'accord. Alors, examinons cette première affirmation de près. Si on lit vraiment les données qui sont mentionnées par Lomborg dans l'article, le gouverneur, il ne ment pas sur ce point précis. On est d'accord, hein ?
il y a bien une augmentation de la mortalité liée à la chaleur en Californie. Oui, il y a une part de vérité statistique évidente. L'article confirme bien que le risque de décès lié à la chaleur, quand on l'ajuste en fonction de l'âge de la population, bien sûr, a effectivement connu une hausse modeste en Californie sur les dernières décennies. On parle de quel ordre de grandeur en fait? En valeur absolue, l'auteur parle d'environ 90 décès supplémentaires par an qui sont directement attribuables à ces températures plus élevées. Et attention, ce n'est pas une donnée négligeable, évidemment. Chaque perte humaine est une tragédie en soi, on est bien d'accord là-dessus. Bien sûr. Mais l'article pointe du doigt une omission gigantesque dans ce discours, n'est-ce pas? Une sorte d'angle mort totalement volontaire. C'est le cœur de l'argument de Lomborg, oui. Si on reprend mon idée d'analogie, imaginons cette fois le bilan comptable d'une énorme multinationale. Le directeur financier convoque une conférence de presse en urgence absolue, les sirènes hurlent dans tous les sens. Et pourquoi? Pour une petite perte. Voilà. Parce que sur la ligne A du bilan, l'entreprise a enregistré une perte de 90 euros. Le directeur dénonce cette perte avec une véhémence folle, mais ce qu'il passe totalement sous silence, c'est que sur la ligne B, juste en dessous, une dynamique similaire a permis d'économiser 5 000 euros. C'est ça. L'image du bilan comptable, elle fonctionne super bien pour illustrer la disproportion de l'argument. Mais il faut aller un peu plus loin pour comprendre le mécanisme biologique et démographique qui se cache derrière ces chiffres. Vas-y, explique-nous. En fait, l'auteur explique que le réchauffement a simultanément eu un effet massif dans l'autre sens. Il a permis de réduire de façon spectaculaire les décès liés au froid. Et la différence d'échelle, elle est juste stupéfiante. À quel point? L'article évoque une diminution de plus de 5000 décès par an en Californie. 5000 décès évités grâce à des hivers qui sont devenus plus cléments. Et c'est là que l'analyse devient percutante. Citer uniquement l'augmentation de 90 décès, tout en ignorant sciemment la baisse de 5000 décès, c'est clairement manipuler la perspective globale. C'est fou. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est le pourquoi. Enfin, pourquoi la communication politique peut-elle se permettre d'ignorer 5000 vies sauvées sans que personne, mais vraiment personne, ne pose de questions? Comment un chiffre aussi énorme peut disparaître du radar des médias? Ouais, la réponse, elle se trouve dans la nature même de ces décès, en fait. Et aussi dans la façon dont notre cerveau, à nous, les humains, perçoit le danger. La chaleur, elle tue de manière très aiguë et surtout très spectaculaire. Ouais, le coup de chaud en pleine rue, les urgences débordées. Exactement. Un coup de chaleur fulgurant pendant une canicule, c'est un événement brutal. C'est très souvent classé directement comme tel sur un certificat de décès par le médecin. Et du coup, ça correspond parfaitement à l'alerte rouge qu'on voit aux journaux télévisés. Une vague de chaleur, c'est un ennemi qui est visible. Alors que le froid, c'est beaucoup plus insidieux. Beaucoup plus insidieux, ouais. Le froid ne tue pas seulement par hypothermie directe, genre quelqu'un qui gèle dans la rue. Ça arrive, mais il tue principalement par stress cardiovasculaire. C'est-à-dire? Le cœur lâche. En gros, quand les températures chutent, les vaisseaux sanguins de notre corps se contractent pour garder la chaleur. Ça fait augmenter la pression artérielle. Et du coup, des jours ou des semaines plus tard, une personne âgée ou fragile va faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Ah, je vois. Et donc ce décès-là, il sera médicalement catégorisé comme une simple crise cardiaque. C'est tout à fait ça. Il ne sera pas catégorisé comme tué par l'hiver. Donc les milliers de vies qui sont prolongées parce qu'un hiver a été doux, elles sont totalement invisibles dans les statistiques médiatiques. On ne compte pas les crises cardiaques qui n'ont pas eu lieu, par définition. C'est dingue. Le discours politique s'empare donc de la donnée visible, la chaleur, parce qu'elle sert parfaitement la narration de l'urgence immédiate, même si au final, ça ne représente qu'une fraction infime de l'équation thermique réelle. C'est vraiment vertigineux de penser que si le récit de l'urgence visible permet d'occulter 5000 vies humaines comme ça sans sourciller, on est en droit de se demander quelles autres données massives à l'échelle mondiale sont passées sous silence juste pour maintenir un état de panique local. C'est une excellente question, ouais. Et d'ailleurs, ça nous offre une transition toute trouvée vers le deuxième argument majeur de cette analyse. L'argument environnemental par excellence, l'image qui terrifie absolument tout le monde, les fameux méga-incendies. Ah oui, les incendies. Effectivement, le gouverneur qualifie très régulièrement la Californie de pointe de la lance du changement climatique. L'article mentionne d'ailleurs qu'il utilise des exemples dramatiques comme le gros incendie de Palisades de janvier dernier. Oui, on a tous vu ces images apocalyptiques à la télé. Voilà, il utilise ça pour ancrer dans l'esprit du public que la science est absolue et que, en gros, l'apocalypse climatique est déjà là, sous nos yeux, en train de ravager nos forêts. D'accord, alors
Là, on va faire exactement ce qu'on disait au début. On va retirer la loupe de la Californie un petit instant. L'auteur de l'article propose de regarder les données à une échelle littéralement stratosphérique. On va passer des petites collines de Los Angeles à l'orbite terrestre, directement avec les satellites de la NASA. Et c'est sans doute l'un des passages les plus contre-intuitifs de tout l'article. Lomborg, il s'appuie sur la base de données satellitaire de l'Agence spatiale américaine. Et attention, on ne parle pas de vagues estimations faites au doigt mouillé, hein. Non, c'est de la haute technologie. Ce sont des instruments ultra précis. On parle des capteurs MODIS et VIRS qui sont embarqués sur les satellites Terra et Aqua. Leur boulot, c'est de traquer les anomalies thermiques et de cartographier au mètre près les cicatrices de brûlure sur toute la surface de la Terre. Et ces satellites, ils mesurent ça avec une constance implacable depuis plus de 25 ans. D'accord, 25 ans de recul. Et du coup, que révèle cette surveillance globale? Parce qu'on s'attend tous à ce que ça explose, non? Eh bien, figure-toi qu'au début des années 2000, ces capteurs enregistraient qu'environ 3% de la surface terrestre mondiale brûlait chaque année. 3%. Ça a l'air petit comme ça, mais c'est immense, non? Pour donner une échelle concrète, 3% des terres émergées, c'est l'équivalent de 2 fois la taille du Mexique qui partait en fumée, et ça, tous les ans. Très bien, donc 3% au début des années 2000, on va dire que c'est notre point de référence. Que s'est-il passé ensuite? La tendance depuis cette époque-là, contrairement au récit ambiant d'un monde qui s'embrasse de plus en plus, elle est à la baisse constante. Attends, à la baisse? Oui. En 2022, un record absolu à la baisse a même été atteint, avec seulement 2,169% de la surface mondiale brûlée. Et l'année 2025, donc très récemment, s'en est approché de très très près, en enregistrant le deuxième chiffre le plus bas jamais enregistré, avec 2,198%. Attends. Il faut que j'endosse doucement le rôle de la personne profondément sceptique ici, parce que c'est dur à avaler. Ce que l'article avance noir sur blanc, c'est une réduction de plus de 25% des surfaces brûlées dans le monde en l'espace de seulement 2 décennies. C'est exactement ce que disent les données de la NASA, oui. L'auteur précise même dans le texte que cette réduction globale équivaut à épargner chaque année une superficie plus grande que le Texas et la Californie réunis. C'est astronomique comme baisse. C'est une zone gigantesque qui ne brûle plus. Mais du coup, si ces données satellitaires sont incontestables, comment on explique cette immense dissonance cognitive? Parce que franchement, quand on allume les informations le soir, on a l'impression quasi quotidienne que le continent nord-américain est juste un brasier géant et totalement incontrôlable. Cette dissonance cognitive, elle vient d'un biais de représentativité extrême. En fait, Lomborg reproche directement aux politiciens locaux de confondre leur géographie immédiate avec le climat mondial. Ils font de leur cas particulier une généralité. Voilà. Le réchauffement climatique, par définition, il est global. Donc si l'augmentation des températures était le seul et unique moteur des incendies, en toute logique, la planète entière devrait brûler davantage et de manière uniforme, tu vois. Ça paraît logique, oui. Or, l'article souligne une anomalie fascinante dans les données. L'Amérique du Nord est en fait le seul continent au monde où la surface brûlée est effectivement d'augmentation. Attends, t'es en train de me dire que c'est le seul continent? Le seul. Mais, et c'est là que ça devient dingue, il y a une statistique qui remet immédiatement ce fait en perspective. L'Amérique du Nord, tout entière, du Canada au Mexique, ça ne représente que 2,2% du total mondial des surfaces brûlées. 2,2%. C'est ça. Donc, le discours public, les médias, les décisions politiques, tout le monde se focalise de manière totalement obsessionnelle sur une anomalie régionale qui représente à peine plus de 2% d'un phénomène global. Un phénomène qui, partout ailleurs sur la planète, est en net recul. C'est incroyable. On en revient exactement à notre métaphore de la loupe du début. On zoome tellement fort sur ce microscopique pourcentage nord-américain qu'on est persuadé que le monde entier brûle. Alors qu'en prenant un peu de recul, la NASA nous montre que, globalement, les flammes reculent. C'est le paradoxe parfait. Mais du coup, ça soulève une question d'une logique implacable. Si le reste du monde, qui est pourtant soumis au même réchauffement climatique, brûle de moins en moins, alors la température globale n'est pas le déclencheur principal des feux de forêt. C'est la conclusion de l'auteur, oui. Donc, quelle est la véritable mécanique derrière le chaos spécifique qu'on observe en Californie? Qu'est-ce qui nourrit ces brasiers nord-américains si c'est pas juste la chaleur? Eh bien, l'article identifie 2 mécanismes majeurs pour expliquer ça. Des mécanismes qui sont profondément humains et structurels et qui expliquent cette anomalie locale.
Le premier, c'est l'évolution de ce qu'on appelle l'interface zone sauvage-zone urbaine. En gros, c'est lié à une très mauvaise planification de l'aménagement du territoire. L'étalement urbain, en somme. Les gens qui quittent les centres-villes denses et bétonnés pour aller s'installer dans les collines, au vert. C'est exactement le principe. Mécaniquement, on construit de plus en plus de zones résidentielles en plein milieu du chaparral californien et des forêts très denses, donc dans des zones qui sont historiquement connues pour être à risque d'incendie extrême. On met les maisons littéralement dans la gueule du loup. Voilà, la cible s'est déplacée directement dans la ligne de mur du feu. L'impact de ces feux, il n'est plus seulement naturel ou écologique, il devient immédiatement une tragédie humaine et économique, parce que les flammes dévorent des habitations qui n'auraient, honnêtement, jamais dû être construites à ces endroits-là. D'accord, l'étalement urbain, c'est le premier point. Et le second? Le deuxième facteur identifié par Lomborg, il est de loin le plus lourd de conséquences. C'est la gestion forestière. Une gestion qui est décrite comme absolument catastrophique au cours des dernières décennies. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus une minute. Parce qu'on a souvent tendance, dans le grand public, à imaginer les forêts comme des espèces d'entités sacrées, intouchables, qu'il faut juste laisser tranquilles pour que la nature fasse son œuvre. C'est l'idée romantique qu'on en a, ouais. Pour bien comprendre l'erreur monumentale de cette approche, il faut s'imaginer le principe du syndrome de Diogène. Tu vois ce que c'est? Les gens qui accumulent tout chez eux. Exactement. Mais on l'applique à la nature. Imaginons une personne qui accumule compulsivement des vieux journaux dans son salon. Pendant des années, les piles de papier sec montent, elles montent jusqu'au plafond. Si une seule petite étincelle tombe dans ce salon, c'est fini, la maison entière est pulvérisée instantanément. L'analogie est vraiment frappante, et d'ailleurs elle est très juste scientifiquement parlant. Dans les écosystèmes forestiers nord-américains, les petits feux réguliers et naturels, ils sont essentiels. Ils ont une utilité, ils ne sont pas juste destructeurs. Pas du tout. Ils agissent comme un grand ménage de printemps, en fait. Ils brûlent très doucement les feuilles mortes, les petites broussailles, les branches sèches qui tombent sur le sol. Ça nettoie. Mais depuis des décennies, la politique de l'État en Californie, ça a été la suppression absolue. Tolérance zéro pour le feu. C'est ça. Dès qu'une petite fumée apparaissait quelque part, paf, les pompiers intervenaient massivement pour l'éteindre au plus vite. Tout ça pour rassurer les populations locales et pour protéger ce fameux étalement urbain dont on vient de parler. Donc, en voulant bien faire, on a empêché la nature de faire son propre ménage. On a accumulé, année après année, les vieux journaux secs dans le salon forestier. C'est une bombe à retardement. Le résultat mécanique de cette suppression systématique, c'est l'accumulation totalement artificielle d'une charge de combustible gigantesque sur le sol de la forêt. Et le jour où ça part? Le jour où un feu se déclare, particulièrement en période de grosse sécheresse ou avec les fameux vents violents de Santa Ana, il trouve une quantité de biomasse inflammable tellement dense que les flammes grimpent directement dans la canopée, tout en haut des arbres. Ah ouais. Et là, c'est incontrôlable. On ne parle plus du tout d'un simple feu de broussailles qui nettoie le sol, là. On parle d'un méga incendie qui stérilise carrément la terre et qui est tellement puissant qu'il crée son propre système météorologique. Des tempêtes de feu, quoi. Voilà. Et l'article est formel là-dessus. La solution technique pour désamorcer cette bombe à retardement, elle est parfaitement connue des scientifiques depuis longtemps. Ce sont les brûlages dirigés, ou ce qu'on appelle les brûlages contrôlés. Donc c'est-à-dire allumer des feux préventifs qui sont encadrés par des pompiers professionnels pendant les saisons plus humides, histoire d'éliminer doucement tout ce combustible accumulé. C'est la seule et unique méthode viable. Or, l'article rapporte des données qui sont juste sidérantes à ce sujet. Les experts forestiers estiment qu'il faudrait que près de 20% de la surface forestière de l'État de Californie bénéficie de ces brûlages contrôlés chaque année. 20%. Oui, 20%, juste pour espérer réduire de façon significative les risques de conflagration géante. 20%, c'est un effort titanesque. Mais dans la réalité du terrain, aujourd'hui, on en est à quel pourcentage d'exécution? Les chiffres cités dans l'article tombent entre 0,1% et 0,3% par an. Attends, c'est une erreur de frappe. 0,1% alors que la recommandation scientifique absolue est de 20%. Mais comment on peut justifier un tel gouffre entre ce que dit la science forestière et l'action publique sur le terrain? Il y a une nuance très importante à apporter ici. Et c'est ce qui explique le mécanisme de cette paralysie totale. Pourquoi on ne fait pas ces brûlages? Parce qu'en fait, il se heurte à un mur bureaucratique et réglementaire infranchissable. Un mur de paperasse. Notamment lié aux lois sur la qualité de l'air, les agences locales de l'air en Californie, elles imposent des amendes colossales pour les émissions de particules fines qui sont générées par un brûlage préventif. Tu veux dire qu'une agence environnementale met des amendes aux pompiers qui essaient de prévenir un incendie? C'est ça.
Et en plus de ça, il y a la pression constante des résidents locaux, les fameux habitants des collines qui refusent catégoriquement de voir de la fumée de leur fenêtre, ou qui ont juste peur que le feu contrôlé ne leur échappe. Mais c'est absurde, hein? C'est un paradoxe environnemental absolu, oui. Des réglementations qui ont été conçues à la base pour maintenir l'air pur empêchent en fait les actions préventives, ce qui garantit, à terme, l'explosion de méga-incendies qui vont libérer des milliers de fois plus de fumée toxique et de carbone dans l'atmosphère que les petits feux contrôlés. C'est la définition même d'un système qui est complètement bloqué de l'intérieur. Alors si on prend un peu de recul, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, quel est le tableau final que dresse cette analyse de Longborg? L'enseignement principal, c'est vraiment le danger mortel des diagnostics erronés. L'article ne cherche pas du tout à nier l'existence du réchauffement climatique. Bien sûr que non. Son objectif, c'est de démontrer que si l'on attribue la responsabilité exclusive d'une crise locale à un phénomène atmosphérique global, on se condamne soi-même à l'impuissance. Ouais, on se trouve des excuses en fait. Exactement. Quand on prend le temps de regarder les données satellitaires mondiales de la NASA, on voit très clairement que les incendies diminuent sur la planète. Quand on analyse froidement la mortalité liée aux températures, on s'aperçoit que les hivers doux sauvent infiniment plus de vies que les étés caniculaires n'en prennent. Les chiffres sont têtus, comme on dit. Ce que révèle cette plongée dans les données, c'est que les variables d'ajustement purement humains, c'est-à-dire l'endroit où nous choisissons de construire nos maisons, la manière dont nous gérons l'accumulation de bois mort dans nos propres forêts, ça a un impact destructeur infiniment plus direct et plus immédiat que les seules variations climatiques. C'est clair. Et en même temps, il est tellement plus simple pour un politicien de blâmer une force invisible et globale, le climat, plutôt que de devoir repenser entièrement le code de l'urbanisme local ou la gestion de ses forêts. Ce qui m'amène, d'ailleurs, à une réflexion finale. Je t'écoute. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est une pensée qui va un peu au-delà des statistiques pures de l'article et qui touche vraiment à la structure même de notre société politique. Vas-y. Si, comme le démontrent toutes ces données, des décennies d'étalement Lebain complètement irresponsables et de paralysie bureaucratique sont les véritables moteurs de ces tragédies, alors le discours exclusif sur l'urgence climatique, est-ce qu'il ne devient pas, au fond, un outil redoutable de dédouanement politique? Ah, c'est une piste de réflexion très inconfortable, ça. Mais il faut se poser la question. Pense à l'économie politique d'une catastrophe. Pour un décideur local, un gouverneur ou un maire, admettre qu'une ville entière a brûlé juste parce qu'on a refusé de financer des brûlages contrôlés qui étaient impopulaires, c'est s'exposer à la fureur des électeurs et à la ruine financière locale avec les procès. C'est le suicide politique garanti, oui. En revanche, déclarer un état d'urgence climatique mondial, ça change tout. Ça transforme un échec de gestion purement local en un acte de bravoure, une sorte de guerre sainte contre un ennemi invisible et invincible. Et surtout, ça débloque instantanément des milliards de dollars de fonds fédéraux de secours pour les catastrophes. Vu sous cet angle, c'est vrai que les incitations sont fortes. Est-il possible que cette hyper-focalisation sur le climat mondial serve en réalité de bouclier institutionnel, un écran de fumée parfait, au sens propre comme au figuré, qui permet d'attirer des budgets d'urgence tout en évitant d'affronter les coûts politiques très ingrats et très invisibles du nettoyage de nos propres forêts? Ça laisse songeur, vraiment. C'est une question très troublante sur la façon dont les incitations financières et politiques façonnent notre perception de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle, face à un tableau qui semble souvent totalement apocalyptique aux informations, la chose la plus radicale et la plus intelligente à faire reste souvent de poser la loupe, de respirer un grand coup et de regarder l'image dans son ensemble.